Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Édith Lafrance et Caïn Merelli qui viennent nous parler du programme Cuisinons ensemble du Mûrier. Vous apprendrez à connaître mieux ce programme qui est assez innovateur en son genre. On a au bloc Espresso des réflexions sur l'usage des médicaments en santé mentale. Plus tard à l'émission, dans le dernier quart d'heure, à l'Expresso allongé, le projet Signature. Et en début de deuxième partie de l'émission, mon invité est Serge Larochelle qui va nous parler de son livre « Maintenant, ma vie prend racine ». Tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Ariane Moffat et la chanson s'intitule « Hôtel Amour ». Bienvenue à Folie douce. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est avec plaisir que je reçois mes invités qui sont Mme Édith Lafrance. Bonjour Mme Lafrance. Bonjour. Et M. Caïn Merelli. Bonjour. Bonjour M. Merelli.
Donc, on va parler ensemble du programme Cuisinons ensemble de l'organisme Le Mûrier, un organisme qui existe quand même depuis un bon bout de temps. Peut-être, Mme Lafrance, nous faire un petit portrait de la ressource d'abord. En fait, Le Mûrier, c'est un organisme qui œuvre en santé mentale depuis 1985. Le Mûrier, c'est avant tout 6 ressources d'hébergement qui totalisent environ 100 places dans l'est de l'île de Montréal. En fait, on a des ressources sur la rue Hochelaga, sur la rue Papineau. C'est 6 ressources différentes. Donc, un peu sur le modèle, il y a quelques organismes qui font, autant dans l'ouest que dans l'est, qui font ce genre de service. Qui s'occupent de ce genre de service, effectivement, qui sont très utiles parce que les gens ont un endroit qui est beaucoup plus adapté, je dirais, ou qui est plus, souvent même qui est moins cher, je pense, dans certains cas. Là, oui, peut-être. En fait, c'est des ressources qui sont supervisées aussi. Il y a des intervenants qui y travaillent. Il y a différents modèles de ressources. En fait, il y a des ressources c'est une assistance de 24 heures sur 24. Et il y a d'autres ressources que c'est plus limité. C'est 5 jours par semaine. C'est les heures de jours qui sont couverts là, par des intervenants. Donc, c'est selon les besoins des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale, qui en ont des fois encore et qui ont un suivi. Ils sont souvent en transition dans ces ressources-là pour après ça accéder là, à un appartement autonome, si on veut. Donc, puis au Mûrier, vous avez, est-ce qu'en plus de ça, donc vous avez d'autres projets comme Cuisinons ensemble? Oui, en fait, c'est ça, les ressources d'hébergement, ça date depuis le début de l'organisme, mais depuis environ une quinzaine d'années, il y a 3 services qu'on appelle des services en communauté qui ont été mis sur pied. Il y a un programme de stage-travail là, dans le milieu d'hébergement qui touche surtout la cuisine. C'est des gens qui ont des stages dans nos cuisines là, au Mûrier. Ouais. Il y a un deuxième programme qui est le programme SEB, qui est Service, Entretien et Bâtiment. Ça, c'est des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, qui ont accès à des programmes de travail, mais à l'extérieur des ressources du Mûrier. Donc, il y a des intervenants. Ça peut être des travaux de ménage, des travaux de peinture. Ils ont différents petits contrats et il y a 3 intervenants qui travaillent sur ce programme-là. Et il y a plus de 30 personnes qui, chaque année, bénéficient là, de ce programme-là. Oui. Et le dernier programme, c'est le programme Cuisinons ensemble qui a démarré à l'automne 2011. Ça a été démarré... c'est qu'on s'est rendu compte au Mûrier qu'il y a des gens qui sortent des ressources et qui ont peu de connaissances pour s'organiser au quotidien. C'est surtout les connaissances de cuisine. On s'est rendu compte que les gens savaient faire très peu de choses parce que quand on est en résidence, en hébergement comme ça, on est un peu pris en charge. Donc, souvent, nos repas sont fournis, tout ça. Donc, les gens n'ont pas beaucoup à travailler cette facette-là de la vie quotidienne. Ils n'ont pas développé leur autonomie jusqu'à un certain point. Exactement. Autant qu'ils pourraient le faire, là. C'est ça. Exactement. Alors que nous, le programme Cuisinons ensemble, qui a été mis sur pied grâce à des fonds de Post Canada, la Fondation en santé mentale, c'est ce qui nous a permis de démarrer ce programme-là. C'est après s'être rendu compte qu'il y a des gens qui en avaient besoin, un coût rendu en appartement autonome, on a mis ce programme-là sur pied. Et c'est une très bonne chose parce que les gens, souvent, s'ils se nourrissent mal, ça a des effets définitifs, même sur la santé mentale. Là. Oui, parce qu'on a affaire à des gens qui prennent des médicaments, qui ont des effets secondaires sur la santé physique. Donc, l'alimentation, c'est très important. Puis, il acquiert En fait, on ne donne pas des cours de cuisine professionnelle, mais c'est des cours de base pour apprendre à se débrouiller, là, savoir des recettes de base, puis savoir c'est quoi une bonne alimentation. Oui, on a bien sûr, on a nommé notre autre invité qui est M. Kaïm Merelli. Donc, vous êtes participant, vous avez pris part à ce programme-là. Est-ce qu'on aimerait savoir un peu vos commentaires sur la question? Donc, j'ai eu la chance de participer à 2 reprises. Et au début... moi, j'étais une personne, de mon expérience, je me suis dit, je vais jamais cuisiner, je suis pas bon pour ça, et j'étais mauvais en cuisine, donc pour moi, c'était pas une option. Et finalement, donc qu'est-ce que je faisais? Je me nourrissais tout le temps à l'extérieur. Fait que c'était des repas, toujours dans les restaurants, les fast-food parfois aussi. Et à long terme, on sent qu'il y a un impact finalement sur sa santé, et que notre humeur aussi est influencée, on devient morose et tout. Et quand j'ai pris justement ces cours de cuisine-là, ça a commencé à changer ensemble. Ben oui, la nourriture fait maison, ça a ses effets positifs, etc. D'un côté. Et de l'autre, le fait qu'on voit finalement nous-mêmes, on est capable,
quelque chose qu'on pensait que c'était impossible de le faire. Donc, on s'est cuisiné, on s'est se débrouillé. Au niveau de la confiance en soi, c'est juste indescriptible. Et j'imagine au niveau de l'économie aussi, l'argent doit être beaucoup plus facile à gérer parce que ça coûte cher de manger toujours à l'extérieur. Tout à fait. Quand je regardais mon budget avant, la grosse partie, c'était manger à l'extérieur. Et maintenant, ce budget s'est considérablement réduit, puis ça me permet de faire des économies ou de profiter plus de divertissement. Exactement. Madame Lafrance, aussi, le problème, souvent, j'ai l'impression que ce qui arrive avec les personnes seules, souvent qui sont seules, ils savent pas trop comment cuisiner, parce que si on cuisine des petites portions, c'est souvent pas économique. Donc, comment vous réglez peut-être cet enjeu-là, si on veut, de dire, il faut cuisiner en groupe, il faut cuisiner en grosse quantité pour que ça vaille la peine? Donc. En fait, nous, ce qu'on préconise, les formatrices qui travaillent au programme, parce qu'on a 2 formatrices qui se rendent chez les gens, parce qu'il faut pas oublier, on se déplace à l'appartement de la personne. Okay. Donc, on travaille avec ses ustensiles, son matériel. C'est comme un cours personnalisé. C'est là, exactement chez ça, soi. puis ça part des besoins de la personne. D'accord. Donc, pour revenir à votre question, c'est ce qu'on préconise beaucoup, c'est des recettes d'environ 4 portions. Fait que les gens en consomment une fois après l'atelier de cuisine, souvent une portion le lendemain, mais on dit aux gens, vous pouvez vous congeler peut-être 1 ou 2 portions pour peut-être la semaine prochaine, quand vous n'aurez pas le temps de cuisiner, vous allez pouvoir consommer cette portion-là. Tout le monde a absolument au moins un congélateur en haut de son réfrigérateur. Oui, c'est ça, la plupart. Là, puis on passe, à travers ça, on passe des notions de conservation des aliments, d'hygiène, de salubrité, combien de temps on peut garder les aliments. Ça, souvent, les gens savent pas trop, est-ce que je peux le consommer dans la même semaine? Est-ce que c'est quoi la durée de vie là, de l'aliment ou du plat qui a été préparé? Et il y a aussi souvent, ce qui arrive aussi chez les gens, des fois on dit, les bons aliments, c'est eux qui coûtent cher. On dit, on va acheter un poisson au lieu d'acheter de la viande, choses comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que vous pouvez conseiller aux gens? En fait, souvent on apprend aux gens c'est quoi les coupes les plus économiques. Dans la viande, on leur dit, écoutez, des fois, il y a des coupes économiques, c'est la façon de le faire cuire qui va faire que c'est aussi savoureux qu'une coupe qui est plus dispendieuse. Donc, il y a des petits trucs comme ça qu'on passe aux gens. Comment cuisiner aussi des légumes qui coûtent pas cher, mais les rendre appétissants. Oui. Comment assaisonner, comment faire cuire, les bonnes cuissons, les bonnes températures. Tous ces petits trucs-là, ça fait que des fois, des choses qui coûtent plus ou moins cher, on peut les rendre savoureuses, puis le budget là, s'en trouve, en tout cas, réduit là, à ce moment-là. Exactement. Oui. Et l'idée, donc, vous est venue dans l'organisme. Est-ce que c'était des membres? Est-ce que les membres vous disaient, vous avez perçu ça, vous avez senti ça, qu'il y avait une problématique avec la nourriture, la gestion de son alimentation? En fait, c'est venu de l'observation des intervenants, puis aussi des gens qui travaillent à l'administration se sont rendus compte que quand les gens sortent des ressources du Mûrier, parce que le programme n'est pas juste ouvert aux gens du Mûrier, il est ouvert aussi à l'extérieur, mais on s'est rendu compte que notre propre clientèle, quand ils se retrouvaient en appartement, avait beaucoup de manque pour s'organiser. Ils n'étaient pas habitués de faire l'épicerie, de voir le budget, combien ça coûte les choses. Quand on est en hébergement, c'est pas nous qui faisons les achats. Donc, c'est à partir d'observations qu'on s'est rendu compte que c'était un besoin dans la population pour les gens qui se retrouvent en appartement autonome. C'est de là que c'est parti l'idée de créer un programme comme ça. Oui. Donc, Karim, qu'est-ce que vous auriez à rajouter sur l'expérience? Disons, est-ce que vous avez perçu au niveau des autres participants des commentaires ou des observations de leur part là, sur le programme? Qu'est-ce que vous en retirez finalement? Pas vraiment avec les autres parce que c'était, comme elle a dit, du 1 à 1. Plus, donc, c'est des cours vraiment très personnalisés. Mais vous ne côtoyez pas d'autres jeunes nécessairement qui fréquentent la ressource, des choses comme ça? En fait, non, parce que Kaïm, lui, il ne vient pas de nos ressources, mais comme je vous dis, c'est d'autres organismes. Oui. La référence se fait pour accéder à ces ateliers-là. Oui. C'est des professionnels de la santé qui nous réfèrent les gens, d'abord. Ça peut être des gens d'autres organismes communautaires. Ça peut être des gens de CLSC, travailleurs sociaux, médecins, psychiatres, infirmières. Donc, les gens, ils nous sont référés par des professionnels de la santé. Donc,
comme c'est du 1 à 1, on se rend chez les gens, dans leur appartement. Les gens qui ont accès à nos services se côtoient pas nécessairement. D'accord. Parce que c'est tout à fait différent comme programme que les cuisines collectives, par exemple. C'est ça, j'étais sur l'impression, même si vous veniez de me dire que vous alliez chez les gens, j'avais l'impression qu'il y avait une communication de ces gens-là. C'est vraiment, nous, on veut combler un besoin qui est dans l'appartement. Ce qu'on se rend compte, c'est dans l'appartement. C'est pas qu'on dénigre les cuisines collectives, mais on n'a pas le même objectif que la cuisine collective. C'est plus apprendre aux gens à se débrouiller chez eux puis de reproduire les recettes. Parce que les cuisines collectives, souvent, c'est des très grandes quantités. Les gens repartent avec leur nourriture chacun chez eux, chez soi, mais nous, c'est vraiment de travailler à partir dans l'appartement de la personne. Est-ce que ce genre de programme-là existe ailleurs, ici et ailleurs? À notre connaissance, non. On est vraiment... je le dis en toute modestie, là. C'est les connaissances... à notre connaissance, on est le premier organisme à offrir... Il y a de l'aide qui se fait à domicile, du soutien ménager, par exemple. L'accompagnement aussi, c'est ça. pour toutes sortes de choses. Mais pour la cuisine. Pour la cuisine, à ma connaissance, là, c'est aussi structuré que ça, parce que je voudrais seulement vous dire que c'est 10 ateliers, c'est 10 semaines que ça dure le programme, à raison de 3 heures par semaine. Donc, en continu, là, pendant 10 semaines. En continu pendant 10 semaines. Donc, fait que c'est un soutien vraiment sur 10 semaines. Et les gens, après une certaine période, peuvent se réinscrire pour une deuxième 10 semaines. Donc, ils ont droit au total à 20 semaines d'ateliers, donc ce qui correspond à peu près à 60 heures d'ateliers de cuisine là, à domicile. C'est excellent, parce que c'est là qu'on peut vraiment prendre des bonnes habitudes. C'est juste une fois, 2 fois, mais là, on a vraiment une récurrence qui fait que... C'est ça, on est en continu, puis on peut observer aussi en dernier, parce que il y a une partie entre les 10 semaines qui permet de voir si les gens ont gardé ont fait des acquisitions là, de connaissances. Et ils pourraient même vous revenir dans l'autre partie, justement, avec des questions, avec des commentaires, des choses comme ça. Ça, c'est d'expérimenter un petit peu, de laisser lousse un peu les gens, de les laisser travailler, exactement. Je voudrais seulement mentionner que pour avoir accès à ces cours-là, il faut avoir 18 ans et plus, et il faut être référé par un professionnel de la santé, et on dessert tout l'est de l'île de Montréal, donc à l'est de Saint-Laurent, jusqu'au bout de l'île. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un diagnostic de santé mentale. Oui, c'est en santé mentale. Oui, il faut d'abord avoir un diagnostic en santé mentale, puis être référé par un professionnel de la santé. J'aimerais ça que vous mentionniez les coordonnées. D'ailleurs, à chaque année, je pense en octobre, vous faites une espèce d'événement bénéfice, je crois. C'est ça, on fait une levée de fonds sous forme de souper bénéfice. Cette année, ça a lieu au restaurant Le Toqué. Oui. Et ça revient à chaque année en octobre. Et les coordonnées du mûrier, donc on peut peut-être le laisser je pense le numéro de téléphone et le site web. Vous avez aussi un onglet, je pense, avec une vidéo qu'on peut voir pour mieux comprendre le programme Cuisinons ensemble. Oui, l'adresse du site web, c'est le www.lemurier.org et le numéro de téléphone est le 514-254-6110, poste 230 pour rejoindre le programme Cuisinons ensemble. Et dans le site web, il y a un onglet assez clair où on peut voir programme Cuisinons ensemble, aller voir ça. Oui, on a un très beau vidéo qui a été fait qui montre c'est quoi les conditions d'admission au programme et des témoignages de personnes qui ont déjà suivi les ateliers. Merci beaucoup, Kaïm Merali, de votre commentaire. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. Il semble que oui, vous avez une tout bonne à fait. C'est une grande aide. Vraiment, un grand merci aussi au programme. C'est un acquis, en tout cas, pour la vie, en fait. C'est ça, c'est un acquis pour mieux se nourrir. Merci beaucoup, Mme Édith Lafrance, donc du Mûrier. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci, à la prochaine. Bonne continuité. Merci. Merci. Non, je ne suis pas allé où tu crois que je suis allé. Faut pas t'imaginer des tas de choses insensées quand tu dis où, baby, où vas-tu quand tu sors? Dis-moi qu'est-ce qui t'attire autant dehors? Non, je ne vais pas jouer tous mes sous ni me saouler. Je ne vais pas danser mais je t'entends soupirer quand tu dis où, baby, où vas-tu quand tu sors? Dis-moi qu'est-ce qui t'attire autant dehors? Et t'es passé où, baby, où vas-tu comme ça quand tu sors? Je me demande tous les soirs, baby, si tu m'aimes encore. Réponds-moi où, baby, où vas-tu la nuit quand tu dors? Je me demande si tu rêves à moi encore. Non, je ne vais pas traîner, je te dis
quand tu sors. Dis-moi qu'est-ce qui t'attire autant dehors. Ouh, baby, si c'est vrai, je t'adore. Mais si tu mens, tu dormiras avec le chien dehors. Oh, baby, tu vois bien mon trésor. Comme je pense à toi quand je sors. T'es passé où, baby, où vas-tu? Comme ça quand tu sors, je me demande tous les soirs, baby, si tu m'aimes encore. Réponds-moi où, baby, où vas-tu? La nuit quand tu dors, je me demande si tu rêves à moi encore. T'es passé où, baby, où vas-tu? Comme ça quand tu sors, je me demande tous les soirs, baby, si tu m'aimes encore. Réponds-moi où, baby, où vas-tu? La nuit quand tu dors, je me demande si tu rêves à moi encore. Je me demande si tu rêves à moi encore. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous voici maintenant rendus à notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu nous amènes des réflexions sur l'usage des médicaments en santé mentale de quelqu'un en particulier? Oui, non pas des réflexions de moi, mais d'un monsieur qui s'appelle Joël Monzé. Il est directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Il est chercheur, il est auteur et docteur en neurosciences. On va écouter ça. Et oui, il avait écrit un texte intéressant, j'ai trouvé. Est-ce que c'est un Français? Il est né en Belgique, je pense, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, ce sont ses réflexions, c'est-à-dire qu'il publie un blog sur l'Internet de façon régulière. Et je vais vous lire ce qu'il nous a dit. Ça date de l'été 2013. Alors, il commence en disant « En avril 2013, je suis allé au Salon international du livre de Québec pour y présenter mon 5e livre qui s'appelle en passant « Dire oui à la vie » aux éditions Dauphin Blanc. » Il disait « C'était l'occasion de rencontrer du monde et d'avoir des discussions souvent bien différentes de celles des séminaires professionnels. En effet, à l'image du mini-wheat, nous dit-il, je suis sérieux quand je rédige des textes scientifiques et cool quand je m'adresse au grand public, ce qui était d'ailleurs le cas lorsque j'ai présenté mon nouvel ouvrage qui se veut un outil de vulgarisation et d'information sur les différentes manières de maintenir ou de recouvrer la santé. À un moment, dit-il, j'ai discuté avec une jeune dame, un bel échange sur le développement de l'enfant. Elle m'expliquait qu'elle m'avait déjà entendu à la radio et qu'elle appréciait ce que je transmettais pour aider les parents, que certaines choses l'avaient aidé à mieux accompagner ses 3 enfants. Puis, je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Elle m'a rétorqué « Vous n'aimerez pas ma réponse. » Pourquoi, lui ai-je demandé? Elle a dit « Parce que je suis représentante pharmaceutique. » De là, la discussion s'est poursuivie avec dans ma tête tous mes questionnements quant à l'impression que certains de mes propos peuvent laisser croire. Bien sûr, dit-il, je tiens un discours questionnant l'usage des médicaments. Toutefois, penser que je suis anti-compagnie pharmaceutique est une mésinterprétation regrettable de mes propos qui tentent uniquement de prévenir d'éventuels abus, surtout avec les psychotropes. Fondamentalement, poursuit-il, je souhaite que les entreprises pharmaceutiques et autres laboratoires universitaires puissent fleurir et offrir des thérapies de plus en plus ciblées pour traiter les maladies. Je suis fasciné devant certaines avancées biotechnologiques, mais plus encore devant l'art développé par certains cliniciens pour sauver des vies ou réduire la portée des symptômes envahissants. Même en santé mentale, dit-il, je suis persuadé que la prescription de psychotropes peut s'avérer nécessaire pour soutenir momentanément une personne, éviter un acte suicidaire, ou tempérer les humeurs de certains patients ou réduire les risques de délire psychotique.
M. Monzé ajoute, par contre, j'ai de la difficulté quand on ne transmet pas toute l'information aux gens, surtout quand il s'agit de parents qui hésitent à accepter qu'on médicamente leur enfant et qu'on ne leur présente que le tableau bucolique que tout le monde espère. Il nous dit, j'ai aussi de la difficulté devant la relation entretenue entre les compagnies et les associations de malades. J'ai encore plus de difficultés quand une compagnie défraie les coûts de relations publiques d'une de ces associations ou formate les discours des bénévoles en utilisant des tournures de phrases questionnables. M. Monzé dit aussi, j'ai de la difficulté également quand on minimise les effets secondaires, quand on fait fi des effets réels d'une médication sur le développement du cerveau, quand on nie les effets toxiques du milieu scolaire ou familial pour ne voir qu'une pseudo-cause génétique à un comportement dérangeant, quand on confond une manifestation maladroite d'un comportement de protection de l'enfant avec les traces d'un trouble pédopsychiatrique, quand l'adulte projette ses propres difficultés sur un enfant qui finit par se désorganiser. Il continue en disant, pour mettre au point de beaux médicaments, nous avons besoin que les entreprises pharmaceutiques soient en bonne santé financière. Je suis également en faveur d'un enrichissement individuel et collectif des actionnaires de ces compagnies, mais j'ai des doutes sur certains objectifs de déploiement ou certaines stratégies de consolidation financière. Il dit, j'ai de la difficulté devant le contenu des publicités, notamment celles soulignant les mérites des médicaments de confort. Il poursuit en disant, j'ai de la difficulté devant les campagnes publicitaires semant la peur pour vendre un vaccin. J'ai encore plus de difficultés quand une publicité vante la prise de médicaments réduisant l'acidité dans l'estomac pour maintenir de mauvaises habitudes alimentaires causant divers troubles physiologiques sérieux, ce qui à terme affecte tant l'individu que la collectivité. Par ailleurs, dit-il, j'ai beaucoup de difficultés quant aux propos de responsables de CSSS, c'est-à-dire le Centre des centres de santé et de services sociaux, qui utilisent le mot scientifique sans savoir ce qu'est réellement un processus de recherche. J'ai encore plus de difficultés devant la publicité qui affirmait le vaccin ou l'abstinence, là où on aurait pu suggérer le condom. Pour conclure, il dit « Non, madame, je n'ai aucune difficulté avec votre métier. Au contraire, faites-le bien. Offrez une bonne information pour que le médecin qui prescrira éventuellement vos médicaments le fasse dans le meilleur intérêt du patient. » Merci beaucoup, Pierre. Donc, beau sujet, réflexion de monsieur, comme tu disais. Joël Monzé. Merci beaucoup. Vous avez écouté ça à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons Serge Larochelle qui nous informe sur son livre « Maintenant, ma vie prend racine ». À l'Espresso allongé, le sujet est le projet signature. Vous entendrez en chanson « Sous le ciel de Paris » de Francesca Blanchard et « Mille querelles » de Élie et Papillon. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité qui est M. Serge Larochelle. Bonjour, M. Larochelle. Bonjour, ça me fait plaisir. Oui, merci d'être avec nous à l'émission Folie douce. Vous êtes auteur. En fait, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui ensemble, mais vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « Maintenant, ma vie prend racine ». C'est un livre, bien sûr, qui a un grand rapport avec la santé mentale. Ce livre-là explique, je crois, votre expérience. J'aimerais ça que vous nous situiez un peu, là, justement, pourquoi d'abord peut-être avoir fait le livre et puis ensuite peut-être de voir un peu qu'est-ce qui vous a amené, votre expérience de vie, j'imagine, qui vous a amené à faire le livre. Alors, principalement, c'est un livre sur la dépression, sur les préjugés également. Ce qui m'a amené à faire le livre, j'avais 3 points quand j'ai commencé à l'écrire. Je voulais d'abord démystifier la dépression. Je voulais mettre de l'avant la vision masculine face à la dépression, parce qu'on sait que les hommes sont plus ou moins enclins à en parler, en public en tout cas. Et je voulais parler des préjugés qui entourent la dépression. C'est vrai, les hommes pourtant sont souvent touchés, sont presque aussi touchés, j'imagine, que les femmes dans plusieurs problématiques, mais il y a peu d'historique, si on veut, au niveau surtout des histoires, là, tu sais, des histoires humaines où les hommes vont se livrer. Il y en a peu comparativement probablement aux femmes, hein? Si on regarde ce qui a été écrit par en tant que témoignage, je vous dirais que 90% du temps, c'est des dames. Et vous savez, la vision des hommes, c'est encore que l'homme ne peut pas faiblir. Hein? Oui. Il peut pas faiblir, il est fort. Ben, particulièrement ceux de mon âge, là, les 50 ans et plus, là. On a eu on était inculqués comme ça. Hein? Un homme, ça pleure pas, ça n'a pas d'émotion, etc., etc. Et c'est encore très vrai aujourd'hui. Je donne des conférences d'ailleurs sur la dépression. Et la semaine dernière, j'avais un groupe, il y avait environ 30-35 garçons, hommes, c'est-à-dire. Et il y en a un en plein milieu de la salle, il se lève au début de la conférence, il me dit, moi, j'en ferai jamais de dépression. Je dis, ah non, vous êtes chanceux, je savais ça comment? Parce qu'il dit, moi, j'étais un vrai gars. Ah, déjà. C'est encore très ancré. Et à la fin de la conférence, il est venu me voir parce que j'ai dit, si vous faites pas de dépression, je suis bien content pour vous. Mais écoutez-le au moins pour votre famille et pour vos proches, si jamais vous voyez des signes avant-coureurs. Oui. Puis il est venu me voir à la fin de la conférence, il m'a dit, dites-le pas à personne, là, mais je pense que ma femme, elle a des signes de dépression. Ah, c'est ça. Mais il fallait pas que je le dise, il fallait pas que je monte aux autres qui étaient venus me parler, par exemple. C'est ça, c'est tabou, c'est toujours aussi tabou, dans le fond. On en parle beaucoup, il y a des personnalités publiques qui en parlent, mais ça reste que les gens connaissent encore peu là, ce que c'est la dépression et les maladies mentales en général. Ah, la maladie mentale est très mal perçue chez les hommes. On n'en parle pas. Moi, je vois des gens, des fois, qui achètent mon livre et puis qui me parlent de personnes qui ont souffert de dépression ou de santé mentale, ça peut être de bipolarité ou autre, là. Et ils me disent tout, on aurait aimé ça qui consulte plus rapidement, il y aurait peut-être moins sombré, etc., etc. Mais c'est toujours l'homme attend toujours d'être même pas à court d'éléments. C'est comme un bouton plein de... Je vous dirais pas quoi, là, mais c'est ça. Il faut que ça éclate. Oui, absolument. Au niveau physique, au niveau mental, tout éclate. Alors là, les dégâts sont beaucoup plus majeurs et la réhabilitation est beaucoup plus longue aussi. Oui. Dans votre cas, donc, c'est un livre qui raconte justement, qui est un témoignage de votre vie. Vous dites un peu en description que vous avez passé à travers 2 dépressions majeures et 2 hospitalisations, tentatives de suicide. Donc, tout ça pour arriver à écrire le livre, vous semblez bien quand on vous parle. Alors, comment ça s'est passé? Si vous pouvez nous expliquer un petit peu votre vie pour que les gens comprennent un peu à travers quoi vous avez passé finalement. Oui, regardez, moi je dis que c'est un témoignage de plus de 50 ans de vie, mais quand je dis de vie, dans mon cas à moi, il y a 1 an, c'était l'existence. J'existais, je ne vivais pas. Je n'avais aucun plaisir, je sentais pas de plaisir, je ne sentais pas d'appartenance à la vie. Ça, je pourrais dire que à partir de l'âge de 13 ans, j'ai fait une méningite. Et c'est à ce moment-là, parce que là, j'étais à l'hôpital durant plus d'1 mois, j'étais dans le coma, etc., etc.
Et par la suite, là, vers les 14-15 ans, quand il y avait quelqu'un autour de moi qui tombait malade ou qui mourait, particulièrement un enfant que j'ai connu de couple d'amis, à chaque fois qu'il y avait un drame, je disais toujours, pourquoi vous êtes venu me chercher? Vous êtes donc me chercher, moi, je tiens pas à la vie. Et ça m'a suivi jusqu'à 2012. Et c'est là que vous avez publié le 2012. livre, en 2012? C'est ça, oui. Ben là, en fait, moi, je suis... ma dernière dépression, c'est 2011-2012. J'ai été hospitalisé pendant un mois et demi à l'Institut universitaire en santé mentale à Québec, communément appelé Robert Giffard. Et j'ai fait par la suite une longue thérapie de 3 mois au Centre de croissance Renaissance. Ouais. Mais avant tout ça, j'avais fait une dépression en 2008. J'ai toujours eu un mal de vivre toute ma vie, finalement. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, vous semblez avoir, est-ce que le livre a aidé en quelque sorte, mais est-ce qu'il y a autre chose à part la thérapie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable d'être au-dessus, d'avoir une perspective, de regarder ça avec un recul? Ben, je vous dirais que comme j'avais pas de vision d'avenir pour moi, parce que rien m'enchantait, la thérapie et particulièrement le médecin, le psychiatre que je rencontrais 4 fois par semaine, au-delà d'une heure par jour, m'a fait creuser énormément. Vous savez, l'avantage qu'il y a, c'est ce que j'ai compris en thérapie, l'avantage qu'il y a d'une dépression, c'est qu'il n'y a plus rien physiquement et psychologiquement, on est à terre. Il n'y a plus rien qui tient. Ouais. Alors, c'est à nous de décider ce qu'on veut par la suite, mais avec un plancher qu'on décide, avec des balises qu'on décide, des rythmes de vie qu'on veut aussi. On s'impose plus rien, on choisit maintenant, voyez-vous? Oui. Moi, je pense que c'était ça pour moi la nouvelle, la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est que maintenant, je choisis ce que je veux vivre. Donc, c'est un nouveau départ. C'est un peu un nouveau départ pour vous, dans le fond. Vous êtes descendu assez bas, dans le fond. Vous êtes allé un peu dans les bas-fonds de vous-même, puis pour repartir peut-être renouvelé. Oui, pour moi, c'est ça. C'est carrément une nouvelle vie pour moi. Parce que, comme je vous disais tantôt, avant, je ne vivais pas, j'existais. Ouais. Et quand vous dites que je suis descendu très bas, je me suis rendu, moi, jusqu'à une tentative de suicide devant un train routier à 2 heures du matin, là. Oui, c'est pas rien, là, effectivement. Non, c'est... Oui. Et l'entourage là-dedans, est-ce que vous avez eu à conjuguer avec un entourage qui était plus hostile? Est-ce que vous avez eu de l'aide de l'entourage? C'est important, l'entourage de nos amis, nos proches. Comment c'était dans votre cas? C'est primordial, l'entourage. Autant les amis que la famille. Moi, j'ai été chanceux. J'ai eu une sœur qui m'a aidé beaucoup et une amie. Et mais en 2008, j'avais personne. Vous savez, quand vous avez personne alentour de vous, puis que vous avez tendance, plus que tendance, vous vous isolez toujours de plus en plus, vous sortez plus, le social tombe à zéro. Oui. Vous savez, l'entourage des gens alentour d'une personne qui est en dépression ou qui souffre de maladie mentale est fort importante. Autant la famille que les amis ou que les gens autour de nous, peu importe qui c'est. On a besoin d'une écoute, on a besoin de ventiler, on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer, mais si on n'a pas cette personne-là qui nous écoute, ou cette personne-là qui va nous tendre la main, qui va peut-être juste mettre la main sur nous, là, sur l'épaule, c'est important, c'est un beau geste, ça. Oui. Puis moi, je dis, exemple, vous savez, aller à l'hôpital quand on fait une dépression ou qu'on est malade, ça nous tente pas tout seul. Hein? Vous allez vous taper d'urgence, probablement 8 heures. Absolument. Peut-être 10. Peut-être 8-10, là, même plus. Ça, c'est quand on veut y aller. Souvent, on veut même pas y aller. Les gens veulent pas y aller. Oui. C'est ça. Exactement. Ben, moi, j'ai été longtemps à pas vouloir y aller. Mais mon médecin, le matin, m'a convaincu d'y aller. Alors, j'y ai été, mais vous savez, je me suis tapé 10 heures d'attente, seul, avec d'autres personnes qui, visiblement, n'allaient pas beaucoup mieux que moi. Et ça aurait été agréable d'avoir quelqu'un qui, peut-être 2-3 semaines avant, m'aurait dit « Serge, tu vas pas bien. Je peux-tu faire quelque chose? On peut-tu aller ensemble à une clinique? On peut-tu aller ensemble à l'hôpital? » Moi, c'est ce que je dis aux gens maintenant en conférence. Vous connaissez quelqu'un qui va pas bien, qui file pas bien, allez lui demander si on peut lui aider. Probablement qu'il va vous dire non, mais restez proche de lui, restez en contact.
sachez que cette personne-là, au moins, est proche de nous. C'est déjà très important, vous savez. Souvent, les gens ont peur de déranger, mais il faut casser cette peur-là. En fait, c'est mieux de déranger, mais peut-être qu'on va justement aider la personne et on va sûrement pas la déranger en lui demandant si elle a besoin d'aide. Non, et en plus, cette personne-là va savoir maintenant qu'elle n'est plus tout seule. C'est l'importance d'une personne malade, c'est qu'elle se sent toujours tout seule. Oui. Et tout ce qu'on lit sur la dépression et sur la maladie mentale fait en sorte que cette personne-là est encore plus seule. Parce qu'il y a des préjugés, il y a des mythes alentour de ça, là. C'est incroyable. Vous savez, les préjugés alentour de ça, là, c'est affreux, là. Oui. Monsieur Larochelle, quand vous avez décidé d'écrire et publier votre livre, à la fin de l'entretien, on va donner d'ailleurs l'endroit où on peut se le procurer. Le livre qui s'intitule « Maintenant, ma vie prend racine ». Le but ultime ou l'objectif que vous aviez auprès du public, c'était quoi avec le livre? Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent ou qu'est-ce que vous voulez qu'il passe comme message? Que tout est possible. Si moi, à 50 ans, j'ai réussi à me donner le goût de vivre, je dis bien à me donner le goût de vivre parce que je ne l'avais pas, comme je vous disais tantôt, si moi j'ai réussi à 50 ans à mettre de côté tous les travers que j'avais, toutes les façons de penser et de voir que j'avais, si moi j'ai réussi ça, n'importe qui est capable de faire ça. N'importe qui, avec de l'aide, bien sûr, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de détermination, c'est évident. Mais ça, la thérapie et les médecins font en sorte qu'ils nous la donnent. Ils nous redonnent confiance en nous. Et le monde de la santé mentale idéal, selon vous, ça serait quoi? Parce qu'il y a toujours une partie de soins, une partie d'entourage. Est-ce qu'il y a des choses que, dans un monde idéal, vous verriez ça comment, la santé mentale? Qu'on nous prenne plus comme des malades. Donc la perception d'arrêter de prendre les personnes, c'est ça, comme des malades, de plus les considérer comme vraies personnes et à part entière. Absolument. On est d'abord et avant tout des êtres humains qui souffrent. Et ça, je pense que c'est ce qu'on a oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un patient, on est un numéro, on est un bénéficiaire, mais on est une personne humaine avant tout. Oui. Et ça, là, je pense que ça s'est oublié aujourd'hui au Québec. Effectivement. Malheureusement. Oui, malheureusement. Espérons que ça va aller mieux dans les années. À force que les gens en parlent, on va probablement mieux apprivoiser justement ces problématiques-là. J'aimerais ça avant qu'on se quitte sur nos ondes, que vous puissiez nous dire où est-ce qu'on peut se procurer votre livre. Les gens qui veulent en savoir plus et veulent acheter votre livre, il y a 2 façons, je crois. Oui, en fait, on peut aller sur mon site internet, sergelarochelle.com. Vous pouvez l'avoir autant papier que maintenant virtuel. Oui. Et pour ceux qui veulent, ceux qui sont moins familiers avec Internet, ils peuvent aller chez les Renaud-Bré. D'accord, donc. Tous les frères Renaud-Bré sont disponibles. Donc, tous les Renaud-Bré, c'est donc le titre « Maintenant, ma vie prend racine ». C'est à quelle édition? Aux Éditions pour tous. D'accord, de Serge Larochelle. Oui, excellent. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. C'était fort intéressant on est toujours content d'avoir des belles histoires. En fait, c'est une histoire qui a probablement été difficile tout au courant de votre vie, mais qu'il y a un espoir qui est là maintenant où on se parle. Oui, il y a un très beau dénouement à mon histoire. J'invite les gens à le lire parce que j'ai un chapitre complet sur la réhabilitation, sur tout ce que j'ai pu apprendre en thérapie, tous les petits trucs. Puis j'ai beaucoup de points sur les préjugés. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais les préjugés au Québec sur la maladie mentale sont épouvantables. Et ça, je l'aborde beaucoup. J'essaie de casser ça, là. Oui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à l'émission cette semaine. C'est moi qui vous remercie, monsieur, de votre invitation. Bonne continuité. Merci. Merci beaucoup. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour deux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le
parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit de son habit bleu, et quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. Nous amorçons le bloc Espresso allongé. Rebonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Rebonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu nous présentes le projet Signature. De quoi s'agit-il? Le projet Signature, oui, c'est un projet qui a été démarré dans ce qu'on appelait autrefois l'hôpital Louis H. Lafontaine, qu'on appelle aujourd'hui l'IUSM. Oui, c'est pas très joli. Ça a l'air d'un prénom de joueur de hockey russe. L'Institut universitaire en santé mentale Exactement, de Montréal. Oui. Alors, je vais vous lire quelques passages d'un article qui a été écrit par Mme Hélène Rouleau-Gantzmann. Elle nous dit « Les 51 chercheurs du Centre de recherche de l'IUSM partent à la recherche de la signature de la santé mentale. L'objectif, c'est innover pour mieux prévenir, traiter et réadapter les personnes atteintes de troubles de santé mentale de l'enfance jusqu'à la sénescence. » Madame Sonia Lupien, qui est neuropsychologue et directrice scientifique du Centre de recherche de l'IUSM, dit « Les années 2000 ont été celles du cerveau. Nous avons découvert beaucoup de choses, mais pas le gène de la schizophrénie, et je ne pense pas qu'on le découvre un jour. C'est bien plus complexe que ça, dit-elle. Les années 2010 vont donc être celles du patient. Nous devons faire de la recherche afin que celui ou celle qui souffre de maladie mentale, au bout du compte, lorsqu'il sort de l'hôpital, aille bien et continue d'aller bien. » Pour atteindre l'objectif fixé, le Centre de recherche de l'IUSM s'est donné pour mission de découvrir la signature qu'on appelle biopsychosociale de la maladie mentale. Madame Lupien nous dit « Deux personnes qui souffrent d'une même maladie, la dépression par exemple, ne vont pas forcément réagir de la même manière aux traitements médicamenteux ou autres. Elle nous dit « La maladie ne porte donc pas la même signature chez tous les êtres humains. » De là le mot signature, projet signature. Elle nous dit « Une signature complexe aux critères multiples. » Elle nous dit « C'est biologique tout d'abord. » Elle nous dit « N'y a-t-il pas des marqueurs biologiques qui peuvent signer une vulnérabilité accrue au développement des troubles mentaux? » Elle nous dit, par exemple, est-ce que le cycle menstruel de la femme ne peut pas mener à de plus grands épisodes maniaques chez une bipolaire? Elle nous dit, je ne vous dis pas que c'est le cas, mais c'est le genre de questions que nous nous posons et il y a des données scientifiques qui suggèrent des choses comme ça. Ou encore, est-ce que des enfants qui ont grandi dans un environnement où il y avait des polluants chimiques seraient plus à risque eux aussi? Elle dit, on sait qu'il y a des liens chez les animaux. Elle nous dit que cette signature peut aussi être psychologique et sociale. Elle nous dit, est-ce que la façon dont je pense, c'est-à-dire soit toujours négative ou toujours positive, ou quand les émotions peuvent marquer une vulnérabilité. Et enfin, la signature sociale
c'est d'où est-ce qu'on vient aussi. Il dit, on sait que si on a connu l'adversité durant l'enfance, on a plus de risques de développer un trouble mental à l'âge adulte. C'est en combinant ces 3 marqueurs que l'on pourra découvrir la signature de la maladie mentale. Le projet Signature a démarré il y a 4 ans dans les laboratoires de ce qui s'appelait encore, comme je l'ai dit, l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Il y a quelques mois, les premiers patients sont entrés en jeu. Il s'agit de recueillir un maximum de données sur chaque personne arrivant à l'urgence. Alors, il y a un prélèvement de cheveux, échantillons de salive, de sang, afin de déterminer les marqueurs génétiques, les marqueurs de toxines environnementales, les différentes maladies qui ont pu faire leur apparition pour mesurer les hormones de stress et sexuelles, etc. Ça va très loin, donc cheveux... Moi, j'ai j'ai été participant pour celle du gouvernement du Québec qui s'appelle Cartagène. J'ai été... on m'a fait prendre une prise de sang, des tests écrits... des tests de force physique. On prend tout en ligne de compte de plus en plus. Beaucoup d'éléments. Là. Puis même d'autres tests qu'on m'a envoyés sur Internet. Oh, d'accord. Elle nous dit, parallèlement, des questionnaires évaluant le profil psychologique et social de chacun sont distribués. Elle nous dit, bien sûr, ils doivent être d'accord et environ 65% d'entre eux le sont. Ça, c'est la docteure Lupien qui parle. Elle nous dit, nous refaisons ensuite cette batterie de tests quand ils sont prêts à quitter l'Institut, puis lorsqu'ils reviennent en consultation externe et enfin, à la fin complètement du traitement. C'est la seule étude au monde qui peut se targuer d'avoir des signatures à 4 moments différents. Le bassin de patients et de situations devrait s'élargir puisque le projet doit s'étendre à l'hôpital Rivière-des-Prairies qui s'occupe des enfants et des adolescents atteints de troubles psychiatriques et à l'Institut Philippe Pinel qui est axé sur les psychopathes et les délinquants sexuels. Madame Lupien continue en disant « Nous aurons alors accès au plus grand bassin de gens souffrant de troubles mentaux au monde et dans un spectre très large allant des tout-petits aux délinquants sexuels. » De quoi recueillir des données assez complètes pour espérer parvenir à percer enfin le secret de la maladie mentale. La recherche a permis de mieux comprendre les maladies mentales. Or, ces connaissances n'ont pas encore amélioré considérablement le bien-être des Canadiens. On dit que un Canadien sur 5 au cours de sa vie sera atteint par des maladies mentales. Et le coût annuel de la santé mentale pour l'économie atteint un montant colossal de 51 milliards de dollars. Des avancées dans le domaine de la prévention et des techniques de traitement doivent être réalisées. Intéressant, beau sujet à suivre. Donc, le projet Signature à suivre. Merci Pierre, merci Ghislain. Merci. On poursuit en chanson à l'émission. Ta nouvelle flamme démon
nos mille querelles, à jamais, nos mille querelles. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. En terminant cette émission de Folie douce, c'est Ghislain Malo ici présent Oui. et Pierre Laporte, vous avez fait un beau choix musical encore une fois. Vous vous dépassez de semaine en semaine. C'est ça, on peut pas dire non, parce que c'est notre choix. Surtout ceux de Pierre, mais c'est des choix pareils. Donc, on écoutait en tout début d'émission Hôtel Amour. De Ariane Moffat. Oui, on écoutait Ooh Baby. De Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Oui. On écoutait en deuxième demi Sous le ciel de Paris. De Francesca Blanchard. Et à l'instant, Mille querelles. De Élie Papillon. Merci beaucoup pour votre choix musical. Oui, merci. Merci Pierre à la mise en onde. Salut Yvan. Merci également pour tes deux blocs. Le premier, Espresso, où il était question des réflexions sur l'usage des médicaments en santé mentale de monsieur... Joël Monzé. Voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche. Et on écoutait à l'Espresso allongé le projet Signature, quelque chose à suivre, une belle étude là, qui va être à grand déploiement pour les plusieurs années, à mon avis. Donc, merci pour ces deux blocs. Je remercie nos invités en début d'émission qui nous parlaient du mûrier, principalement le projet Cuisinons ensemble. On a reçu Édith Lafrance et Caïn Merelli. Et en début de deuxième demi, on avait Serge Larochelle qui nous a parlé de son livre « Maintenant, ma vie prend racine ». Tout ça dans le programme de Folie douce cette semaine. Merci beaucoup à tout le monde. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. À la prochaine de Folie douce. Au revoir. Bop